Eh bien, bonjour ou rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace lié au site mécaniqueuniverselle.net, le site internet sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, un fonctionnement universel, la fin de la propriété, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer d'une vie sur cette planète, d'une vie idéale, d'une vie paradisiaque, d'un paradis. Voilà. Euh, nos ancêtres l'ont déjà imaginé sous plusieurs formes. Par exemple, dans les grandes religions qu'on pourrait rapprocher de l'Occident, judaïsme, christianisme, islam, euh, cette, euh, cette vision de, de la révélation d'un paradis a déjà été pensée par les hommes. Et donc c'est bien quelque chose avec des profusions de fruits, avec une nature absolument pas impactée. Et ça, nous sommes capables de le réaliser. Et nous commençons à le concevoir. Nous commençons à travailler cette écologie, cette façon de nous comporter avec la nature. On est en train de complètement la modifier. Et donc on est en train de réaliser, de prendre conscience que cette planète est un paradis à l'origine, et donc simplement de prendre conscience de ce que Moïse et d'autres avaient déjà compris. Et de l'autre côté, dans les spiritualités qui sont le pendant du judaïsme et de ces deux filles, christianisme et islam, de l'autre côté, on retrouve à peu près la même chose avec l'hindouisme et puis ces deux filles, ou c'est d'autres filles, quoi, mais ces deux filles principales, le bouddhisme, le zen et le zen. Voilà, puis il y a le taoïsme, etc., le confucianisme. Mais dans toutes ces spiritualités, il y a un système cyclique qui va vers un âge d'or. Et l'âge d'or, eh ben, ça correspond à cette idée de paradis. Donc l'idée de paradis, je pense qu'elle est même inclue dans la conscience humaine, et depuis longtemps, parce que il suffit de se promener dans la nature, il suffit, les paysans du 14e siècle, du 15e siècle, ou de l'an 1000, ou de l'époque romaine, ou de l'époque présocratique, ou de l'époque encore plus lointaine des hommes qui ont dessiné à Altamira ou à la grotte Chauvet, etc., eh bien, il avait certainement cette conscience de plénitude, d'être avec une nature euh, aussi, aussi, euh, aussi généreuse, aussi belle, aussi épanouissante, aussi transcendante, qui nous engage au bonheur, que, quand il fait beau, ou quand voilà, on marche dans la nature, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, enfin, quoi que ce soit, on est conscient qu'on est sur une partie qui peut être un paradis. Et ce, sur toute la planète, que ce soit du côté occidental, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Il suffit de regarder les reportages télévisés ou d'avoir voyagé pour voir à quel point cette planète, c'est un paradis en puissance. On le sait, et on est en train de réaliser que on doit travailler cela, qu'on doit aller vers l'écologie absolue. Et dans 100, 200, 300, 400 ans, 500 ans peut-être ça mettra 1000 ans encore d'évolution, mais on atteindra cet état-là. Et évidemment, dans cette idée de paradis, ben, il faut aussi que toute cette nature, que cette planète, tout ce que comporte cette planète, ça soit
patrimoine commun. Donc il n'y ait plus de propriété privée. Et c'est clair qu'on arrivera à un moment où il n'y aura plus de propriété privée. Tout sera mis en commun. Euh, L'ensemble des choses seront mises en commun. Les êtres humains n'auront plus qu'à, voilà, partout où ils iront, ils trouveront le gîte, le couvert, de quoi se poser, rencontrer les autres, etc. Peut-être qu'on fonctionnera sous un système un peu nomadisme. On est en train, on le voit, on est en train de consteller le monde de voies vertes, de chemins de randonnée, et on peut vraiment arriver à passer, à arriver dans ce degré. Mais il faut qu'on finisse notre évolution. Et cette évolution, ben, c'est aller vers l'unité humaine. Ça prendra encore quelques siècles d'évolution. Il va falloir encore faire tomber, épuiser le niveau de testostérone qui fait que les êtres humains vont encore joyeusement à la guerre, au charnier, à la destruction, au chaos, etc. Et là, on le voit entre la bagarre entre l'Occident derrière l'OTAN et les pays émergents qui voudraient passer sur un autre modèle. Et on voit comment ça se concrétise. Bon, là, actuellement, en, en comment ça s'appelle, en Ukraine, mais c'est la même chose. Avant, ça s'est concrétisé en Libye, en Syrie, etc. C'était toujours ces grandes puissances qui donnaient des coups de menton pour affirmer leur domination ou pour prétendre renverser cette domination. En tout cas, on est encore soumis à ces testostéroneman là qui ont besoin de s'amuser à la guerre et à la destruction, etc. Mais voilà, c'est quelque chose qui cessera. On dépassera ce moment-là. C'est pas un moment. La guerre, c'est pas une fatalité absolue. C'est pas quelque chose qui durera tout le temps. Et là, je m'oppose à ce que disait par exemple Jean Kelevitch, qui disait l'homme sera toujours retors. Mais non, je pense qu'il y a un moment, on aura dépassé ce degré-là. Et justement, c'est ce que redoute Nietzsche. Et je suis en train de travailler sur cet ouvrage-là, des fragments choisis par Henri Lichtenberger sur Friedrich Nietzsche, sur tout son ouvrage, sur tous ses ouvrages, sur le Zarathustra, sur Par-delà le bien et le mal, sur Humain trop humain, etc. Tous ces ouvrages, il a rassemblé il a choisi des morceaux. Et là, j'étais en train d'utiliser Par-delà le bien et le mal, la petite partie qu'il consacre à nos vertus. Et c'est sa vision un petit peu de l'évolution des relations entre hommes et femmes. Là, pour l'instant, ce que je suis en train de lire. Et cette vision, maintenant, elle nous offusque. Et de toute manière, je suis en contradiction avec sa vision à Nietzsche. Je la trouve géniale parce qu'en fait, elle est elle éclaire par le négatif de façon inversée l'évolution de l'humanité. Il prend conscience que l'humanité, sous la force du judaïsme, du christianisme, de la spiritualité, évolue vers la douceur, vers la paix, vers cette façon, vers le pardon, vers enfin toutes ces valeurs qu'on pourrait dire christiques. Et ça le révolte. C'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il pense que ces symboles de mort, en réalité,
c'est euh, c'est une l'homme ne doit pas s'affaiblir. Alors, évidemment que si on passait brutalement de, dans un système béni oui-oui, qu'on pourrait dire, un système d'amour absolu entre les êtres humains, euh, ça ne pourrait pas fonctionner. Si, c'est un cheminement progressif, c'est-à-dire que c'est une métamorphose psychique. Il faut que l'esprit se décompresse sa primatitude, la partie agressive de ce qu'on était à l'origine, des primates naturels, et donc qu'on décompresse progressivement ce psychisme pour devenir autre chose. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose, c'est comme, c'est presque aussi long que la perte de pilosité. Il a peut-être fallu des millénaires et des dizaines de millénaires pour perdre la pilosité, ou pour marcher debout, voilà. Donc c'est un même travail de décompression de l'agressivité humaine, du fait que l'homme est un loup pour l'homme, pour transformer cet homme loup pour l'homme en un homme loup agneau pour l'homme, mais l'ensemble humain. Il ne faut pas qu'il reste un groupe humain qui soit un prédateur, qui garde leur testostérone, leur désir de violence, et parce que ça serait un carnage. C'est comme massacrer des, des sages, quoi. Voilà, évidemment que des guerriers qui rentreraient dans un monastère zen auraient évidemment tout le moyen de maltraiter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec l'Occident quand il s'est rendu, quand il est allé se faire voir aux États-Unis, ce qu'on appelle les États-Unis, en Amérique. Eh bien, la, notre agressivité, notre méchanceté, notre utilisation, notre côté sans décomplexer, notre violence a fait qu'une poignée d'individus organisés en gang, en clan, en mafia, a réussi à maîtriser des millions d'individus qui avaient un autre rythme, qui étaient sur une autre spiritualité, sur une autre vision du monde. Voilà. Et donc, tout ça, on aura à le dépasser. Et on le dépassera. Voilà. Et là, par exemple, pour reprendre la lecture de ce fragment, il s'offusque en fait que les hommes traitent trop bien, d'une certaine façon, trop doucement les femmes, qu'on aille vers l'égalité, etc., etc. C'est quelque chose qui l'offusque et qu'il pense que c'est pas bon pour les femmes en fait d'aller vers d'être traitées comme ça, d'aller vers cette égalité, euh, de ne plus se faire craindre par les femmes, de ne plus s'imposer aux femmes, de ne plus... voilà, il y a encore quelques régions dans le monde où les hommes vont enlever symboliquement la femme pour l'épouser. Voilà, pour lui, c'est un peu... On est encore dans ce... C'est un peu comme ça que ça devrait se passer pour que ça se passe bien. Et il pense qu'elles perdent du pouvoir, en fait, avec l'égalité. En réalité, les femmes n'ont jamais perdu de pouvoir. Elles ont toujours eu le pouvoir, et très certainement qu'à l'époque des premiers hommes, euh, des, des hommes qu'on appelle des hommes de caverne, par exemple, eh bien, les femmes avaient un pouvoir considérable. Elles ont eu un pouvoir considérable quand elles étaient sous l'oppression, malgré tout, sous la domination, etc. Et elles ont un pouvoir considérable
dans les pays encore hyper machistes qui existent. Elles ont un pouvoir, elles le savent, elles savent l'utiliser, elles ont... voilà, il n'y a pas de... ça, en rien, elles se sont adaptées à une situation qui est totalement injuste. C'est clair, parce que l'égalité, c'est ça la justice. Et on n'échappera pas à l'égalité. On va vers cette égalité et elle se répand sur la planète entière. Mais c'est faux d'imaginer que en allant vers l'égalité, les femmes perdraient de leur pouvoir. Et on le voit là, les femmes, même dans leur... elles sont tout à fait adaptées à cette nouvelle donne et voilà, gèrent complètement la situation. Alors oui, il y a des moments où l'homme, il ne sait plus trop comment peut-être s'acclimater à ce genre de choses, mais ça prend du temps, toute acclimatation prend du temps. Donc je vais continuer un petit peu à lire, et voilà. Sans doute, il y a parmi les ânes savants du sexe masculin nombre de stupides amis et corrupteurs de la femme, qui conseillent à la femme de se déféminiser de la sorte et d'imiter toutes les sottises dont souffre aujourd'hui l'homme en Europe et la virilité européenne. Et on voit à quel point les femmes ne se sont pas du tout déféminisées, même avec l'égalité, il n'y a pas... Voilà, et même en s'habillant en garçon, en prenant des allures d'homme, ou dans tous les sens, la femme garde absolument sa particularité, ce qu'elle est. Et c'est tout à fait... Voilà, il n'y a pas du tout de contradiction à l'égalité, ou de problème à l'égalité homme-femme. Donc, l'homme en Europe de la virilité européenne, qui voudrait faire déchoir la femme jusqu'à la culture générale, ou même jusqu'à la lecture des journaux et la politique. Évidemment, on peut, par exemple, on a le droit de critiquer aussi certaines choses. Ce qui est dommage, par exemple, en politique, c'est quand une femme utilise, parce qu'elle baigne dans un système masculin, la même perversité que l'être humain, que l'homme, au lieu de garder justement sa diversité, sa façon différente de penser le monde, sa façon, etc. La plupart du temps, c'est comme ça, mais voilà, la chanson de Renaud sur Margaret Thatcher, ou sur Condoleezza Rice, ou je ne sais pas quelles autres, Madeleine Albright, etc. On peut trouver dommage de ne pas utiliser justement cette particularité différente. Et à mon sens, pour moi, hein, mais ça n'engage que moi, je pense que le matriarcat est une et peut-être on va vers ce matriarcat. Ça fonctionne très bien chez les baleines, ça fonctionne très bien chez les éléphants, donc chez pratiquement tous les mammifères supérieurs. Et donc voilà, à mon sens, c'est une... Et d'ailleurs, toutes les sociétés qui laissent le plus de liberté aux femmes, on le vend en poupe depuis des millénaires en Occident et dans le monde, quoi. Et les sociétés qui oppriment les femmes, malheureusement, elles perdent la potentialité de 50% de son intelligence, de sa sensibilité, de sa créativité, etc., de sa pensée, de sa vision.
Et ben, c'est pas pour rien que elles ne sont pas leaders, ces civilisations. Les civilisations machistes ne sont pas leaders par rapport aux civilisations qui évoluent vers l'égalité. Donc là, il leur reproche de la lecture des journaux et la politique. On veut même ça, et là, changer les femmes en libres penseurs et en gens de lettres, comme si une femme sans piété n'était pas pour un homme profond et athée quelque chose d'absolument répugnant ou ridicule. Alors voilà, il parle de lui. C'est vraiment une étude, c'est très intéressant parce qu'il donne, euh, il éclaire une psychologie. Et il naît, il vit à l'époque de, du début de la psychologie. Freud, c'était cette époque-là, etc. Donc, on peut, grâce à lui, comprendre aussi ce qui le conduit à penser ainsi. La frustration qu'il a dans sa difficulté à pouvoir trouver le biais pour séduire les femmes qu'il voudrait séduire. Donc il y a très certainement le poids de son éducation, et c'est pas pour rien que j'ai mis en exergue cette photo de Nietzsche qui regarde sa mère euh, avec une sorte de piété incroyable, et puis sa mère qui narcissiquement regarde le photographe, s'intéresse même pas au regard de son fils. Donc, le poids de son éducation, de ces femmes qui étaient autour de lui, sa mère, sa sœur, etc., on fait qu'en réalité, il est passé à côté de sa vie sentimentale, de sa vie amoureuse, de sa vie sexuelle, vraisemblablement. Et donc, pour le bienfait de la philosophie, parce qu'en fait, la philosophie en a retiré quelque chose d'extraordinaire. Il aurait été complètement un autre homme s'il avait été marié avec des gosses, etc. Ça aurait été une autre pensée, une autre façon de concevoir le monde. Donc, son côté révolté, son côté justement excessif dans ce sens-là, est extrêmement favorable, déjà pour qu'on puisse le critiquer ça, etc., comme je le fais, mais avec un respect absolu, parce que, évidemment, je comprends la souffrance de cet être humain et la frustration vis-à-vis des choses qui sont fondamentales. Être amoureux, avoir un contact charnel avec quelqu'un qui, pouvoir être caressé, se sentir vibrer à ce corps qui est fait pour ça en réalité. Et donc, cette frustration a donné une œuvre majeure, comme elle a donné l'œuvre majeure de Vincent Van Gogh, comme elle a donné l'œuvre de tout un panel de poètes, de peintres, de philosophes, etc., de musiciens. Mais voilà, il faut aussi la regarder sous cet angle-là, sous l'angle de la psychologie. Donc je continue. Donc on veut changer les femmes en libres penseurs et en gens de lettres, comme si une femme sans piété n'était pas pour un homme profond et athée quelque chose d'absolument répugnant ou ridicule. Presque partout, on leur abîme les nerfs avec la musique la plus maladive et la plus dangereuse de toutes, notre nouvelle musique allemande. Donc là, il est dans une colère, il est dans quelque chose, il pense à Wagner vraisemblablement, et donc il y a tout
ce qui ressort, ce qui donne des phrases, des passages extraordinairement lyriques et extraordinairement durs, mais voilà, qui nous servent maintenant à comprendre que cette évolution vers la douceur, vers le spirituel, vers tout ce que Nietzsche redoute, elle est irrépressible, on ne peut pas l'arrêter, nous allons vers cet état de grâce, en somme, vers ce paradis absolu, vers l'amour absolu du prochain, vers le fait de vivre dans un paradis total, après avoir fait notre chrysalide, c'est-à-dire après avoir décompressé la violence de notre esprit, après avoir écarté le côté animal que nous avions à l'origine, pour aller vers le côté divin, pour mettre à la place dans notre esprit cet esprit qui s'est vidé de la primatitude, de son animalité, on pourrait dire, et arrivé dans le vide, il est rempli par le divin, et donc c'est l'état d'extase, c'est l'état d'éveil, c'est l'état de nirvana. Donc nous allons vers cet état-là, vers cette perfection, et c'est irrépressible. On ne peut pas échapper à cette évolution, selon moi, vers cette perfection. Alors, et on les rend chaque jour plus hystériques et plus impropres à leur première et dernière fonction, qui est de mettre au monde des enfants vigoureux. Et ça encore, voilà, c'est quelque chose qui est en passe d'être dépassé. Voilà, il suffit de voir, d'imaginer ce qu'est l'évolution, dans quel sens elle est ordonnée, pour comprendre que toutes ces vocations de l'humain sont en train d'être métamorphosées. On est en train de vraiment changer notre façon ordinaire de voir le monde. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous pensez que ces points de vue ont quelques intérêts, de mettre des pouces, de vous abonner et de mettre des commentaires si vous voulez, et d'en parler, voilà, et puis de développer ses idées si vous pensez, ou de proposer ou de critiquer. C'est toujours les bienvenus, votre point de vue. Merci.